7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy, député européen, Les Républicains. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. L'inquiétude face aux variants britanniques, Marseille touché, mobilisation générale sur place. Le maire Bruno Payan veut que le gouvernement intensifie les contrôles dans les aéroports. C'est lui-même qui l'a demandé hier. Est-ce que vous pensez sincèrement que les mesures sanitaires actuelles puissent empêcher la propagation de ce variant britannique ? Ce qui est absolument certain, c'est que les Français se sont rendus compte, notamment avec la question de la campagne vaccinale, que malheureusement, la difficulté que nous rencontrons face à ce virus ne doit pas tout à l'incertitude qu'il provoque. Il y a aussi une très grande part d'impréparation dans la manière dont nous répondons, dont les autorités publiques répondent à cette situation. Et il y a quelque chose de révoltant dans le sentiment que la France est humiliée par son incapacité à s'organiser pour pouvoir, par exemple, mettre en œuvre cette campagne vaccinale. Encore une fois, cette crise sanitaire, elle est difficile à gérer, on l'a dit, on le répète, il faut traiter les choses avec humilité. Ça n'enlève rien au fait que, dans cette question de notre stratégie, de notre organisation, il y a quelque chose d'incompréhensible à voir se multiplier les erreurs, les fictions, les mensonges parfois, qui nous ont rendus incapables de faire face, de nous organiser et de sortir de ce naufrage dans lequel nous sommes en train de nous enliser. Nous sommes un pays qui aujourd'hui compte un des nombres de morts par habitant les plus importants en Europe, mais simultanément, nous sommes le pays qui met le plus d'argent public dans la relance de son économie, avec pourtant un déficit économique parmi les plus importants d'Europe. Donc, au fond, nous avons le sentiment que sur tous les fronts, nous sommes condamnés à cette impuissance, et ça, je crois que c'est très grave, et c'est très grave d'entendre nos politiques nous expliquer, au fond, que c'est de la faute de l'administration, comme la colère présidentielle dans le JDD il y a quelques jours, qui faisait mine de déplorer une situation qu'il contrôle pourtant absolument. Donc, en 1914, le général Joffre a limogé 100 généraux en quelques semaines parce qu'ils étaient incapables de faire face à la nécessité de la réponse militaire à l'agression allemande. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là, François-Xavier Bellamy ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là qu'il faudrait Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on continue d'avancer toujours dans la même direction avec une espèce de constante incroyable. Est-ce que c'est le moment de limoger des généraux, comme vous le dites, un certain nombre de relais Vous pensez à qui ? Le gouvernement, l'administration ? Mais le gouvernement est entièrement responsable de la situation. Et s'il considère que l'administration ne fait pas son travail, puisqu'aujourd'hui, c'est la petite musique qu'on entend monter, la campagne vaccinale est un désastre, mais c'est pas de notre faute, c'est de la faute des pesanteurs administratifs. Mais alors, dans ce cas, que le gouvernement prenne ses responsabilités et que le gouvernement fasse en sorte que les choses fonctionnent vraiment. Encore une fois, je le redis, la France, et ça me paraît important d'élargir la perspective, la France est le pays au monde où les prélèvements obligatoires sont les plus importants. C'est-à-dire le pays au monde où les Français contribuent le plus au fonctionnement de l'État. Et pourtant, dans tous les domaines régaliens, et nous le voyons aujourd'hui avec cette question sanitaire, la France est le pays où le service rendu, d'une certaine manière, est le plus défaillant. On le voit avec la question de la santé, de l'hôpital, où des soignants épuisés font aujourd'hui face sans moyens à cette nouvelle vague. Mais la France est aussi le pays qui échoue massivement sur le front de la sécurité. On le voit aujourd'hui dans le Figaro, l'insécurité explose dans les campagnes. La question, et permettez-moi de rappeler une chose, je l'ai dit sur beaucoup de plateaux, mais je crois que c'est très important, les Français se sont sentis humiliés, ils avaient raison de l'être, par le fait que leur pays était le dernier d'Europe sur la campagne vaccinale, mais un retard sur le vaccin, j'allais dire d'une certaine manière, c'est désastreux. Il y en avait certains qui n'avaient pas commencé aussi. Bon, voilà, il faut tout dire. Non, mais le dernier d'Europe dans sa propre stratégie, et malgré tout, non, désolé de le dire, nous sommes aujourd'hui, nous étions en tous les cas il y a quelques jours, le dernier pays d'Europe. Je prends mon département par exemple, dans les Yvelines, nous avons reçu en tout et pour tout 2000 doses de vaccins pour toutes les Yvelines. Est-ce qu'on pense sérieusement que ça va permettre de mettre en œuvre une véritable stratégie ? Le sujet, c'est que le retard sur les vaccins, c'est un retard qui se rattrape, mais nous accumulons les retards sur des domaines qui sont bien plus importants. Et je rappelle encore une fois ce résultat d'une enquête internationale parue il y a quelques jours qui montre que nous sommes le dernier pays dans l'apprentissage des mathématiques. Notre éducation nationale est la dernière d'Europe aujourd'hui dans ces résultats. Et ça, pour le coup, ce sont des retards qu'il nous faudra beaucoup plus de temps pour rattraper. Donc, d'une certaine manière, on a un problème général d'incapacité de l'État à faire face aux défis les plus importants pour notre avenir. Et la crise sanitaire n'en est qu'un révélateur, et c'est de là qu'il faudrait une réponse, parce que du coup, vous n'avez pas répondu précisément à ma question, qui était face à la propagation du variant britannique, que faut-il faire ? Votre réponse à ce sujet, parce que bon, c'est vrai, on a critiqué, on est revenu
revenu sur la vaccination. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'il faudrait aller vers un durcissement? Est-ce que ce sont les bonnes mesures qui sont prises avec l'extension du couvre-feu à 18h, par exemple, dans les régions sud, dans les départements sud? Il faut évidemment, et il me semble que c'est bien sûr une difficulté qui s'impose, mais qu'il faut assumer pleinement. Il faut évidemment, alors, c'est-à-dire comment? Il faut évidemment, je crois, contrôler beaucoup mieux et surtout restreindre beaucoup plus la circulation entre nos pays, de manière temporaire, bien sûr, mais c'est une nécessité. On sait que la Chine a suspendu ses vols avec le Royaume-Uni pour encore plusieurs mois. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tous les cas, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas assez sérieux dans le fait que ce variant britannique, nous devons empêcher au maximum son importation sur le sol français. On sait qu'il circule déjà en France, mais plus on pourra maîtriser cette importation, plus on pourra la réduire et plus on aura de chance d'éviter sa propagation. Est-ce qu'on ferme les écoles, par exemple? Je vous ai répondu. Et après, pour le reste, c'est toujours très difficile de se déterminer d'une manière claire parce que nous n'avons pas en main tous les éléments dont le gouvernement dispose. Je crois que le principe qui doit nous guider, c'est toujours le principe de proportionnalité. Il faut prendre des décisions qui soient efficaces sur le front sanitaire, mais en prenant en considération aussi le fait que toutes les mesures que nous adoptons peuvent avoir des effets sur d'autres domaines et sur d'autres terrains. Je pense que le gouvernement a raison de faire tout ce qui est en son pouvoir, si c'est raisonnable, pour maintenir ouvertes, par exemple, les écoles, pour faire en sorte que... Ça, c'est une bonne chose, oui. Mais je crois que c'est fondamental parce que le retard, là encore accumulé, même si se payera pendant très longtemps. Il y a une contamination peut-être par les écoles. Mais encore une fois, la difficulté pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un comme vous, on est tous dans la même situation, c'est que nous n'avons pas autant d'éléments, c'est une certitude, que le gouvernement. Ce que je ne peux que constater, c'est le résultat. Et sur le front du résultat, si l'on en juge par les stratégies qui pouvaient être anticipées, malheureusement, ça n'est pas brillant et on ne voit pas de véritable réaction. Est-ce que le troisième reconfinement est inéluctable? Est-ce que le troisième reconfinement est inéluctable? J'espère que non. Il faut tout faire pour éviter un troisième reconfinement. Et c'est la raison pour laquelle la question de la prévention et la question de la stratégie vaccinale sont effectivement si importantes. Oui. Venons-en à une autre question qui a évidemment occupé l'actualité la semaine dernière et encore dans les jours qui viennent. Donald Trump. Donald Trump, donc, c'est une fin chaotique de son mandat, malgré la promesse d'une transition sans accroc. Est-ce que vous craignez une fuite en avant dans les 10 derniers jours là, du président américain, de nouvelles violences par exemple? Non, je ne le crois pas. Donald Trump a affirmé qu'il allait mettre en œuvre cette transition. Il a donc implicitement reconnu la légitimité de l'entrée au pouvoir de Joe Biden. Évidemment que la situation reste très tendue. Évidemment qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les tensions qui traversent très profondément la démocratie américaine. Et je crois que nous avons là un exemple de la voie à ne pas suivre. Cette démocratie américaine qui s'est laissée happer par, d'un côté, l'empire d'un politiquement correct qui restreint l'espace de la conversation civique légitime, du débat démocratique, du dialogue apaisé entre des gens qui ont des opinions différentes. Enfin, et de l'autre côté, n'apaisait pas spécialement le... Bien sûr que non. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec lui. C'est ce que j'allais dire. D'un côté, vous avez effectivement, il faut le reconnaître, sur les campus américains, dans les médias américains, dans le débat démocratique américain, une crispation de plus en plus grande. Et on voit aujourd'hui l'incapacité que les Américains ont et que nous avons de plus en plus souvent, avec l'influence de ces idéologies qui se propagent aussi chez nous, que nous avons à parler de manière paisible alors même que nous pouvons être en désaccord, et c'est ce qui rend nécessaire le dialogue. Et de l'autre côté, il y a évidemment, du côté du président américain, une espèce de fuite en avant, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans des revendications irresponsables, dans la propagation de mensonges, et on l'a vu encore tout récemment avec cette attaque du Capitole, une tension organisée et provoquée. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. De beaucoup plus grave encore, si vous me permettez de le dire, pour nos démocraties, que cette prise du Capitole. Dont vous voulez parler de François-Xavier Bellamy, de la censure peut-être de Donald Trump sur les réseaux sociaux, c'est ça? Moi, je suis extrêmement préoccupé par cette situation. Vous avez une inquiétude pour la liberté d'expression avec les GAFA, c'est ça? C'est les GAFA qui avaient pourtant libéré cette liberté d'expression. C'est plus qu'une inquiétude. Je crois qu'il faut que tous ceux qui sont attachés à la liberté, quelle que soit leur opinion sur Donald Trump, tirent aujourd'hui le signal d'alarme. Le président des États-Unis en exercice est chassé de tous les réseaux sociaux, tous. Lorsque ses militants et ses soutiens vont vers un autre réseau social connu pour sa tolérance à l'égard de ses opinions, ce réseau social est supprimé des plateformes de distribution d'Apple et de Google, et Amazon, qui en assure les serveurs, lui retire son autorisation. Donc il est empêché d'exercer. Ce qui veut dire fondamentalement que nous rentrons dans un monde où les seules opinions légitimes seront
hébergés sur les lieux où se déroule aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une partie du débat démocratique. Je veux bien que Twitter et Facebook soient des entreprises privées. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, nous les avons laissé jouer un rôle immense sur la manière dont s'organise le débat démocratique et dont se préparent, par exemple, les rendez-vous électoraux. Et donc, il y a là quelque chose qui appelle, je crois, une alarme très profonde. Si un président des États-Unis, encore en exercice, quelle que soit l'idée qu'on peut se faire de ses opinions et de son irresponsabilité, si ce président des États-Unis est empêché de toucher l'opinion et de s'exprimer, alors mais ceci peut arriver à n'importe qui demain. Et j'ajoute qu'il y a là-dedans évidemment un parti pris idéologique extrêmement marqué, beaucoup plus qu'une volonté d'éviter la violence ou d'éviter les excès. Parce que je constate que, vous vous souvenez peut-être de ce Premier ministre de Malaisie qui expliquait il y a quelques semaines à l'occasion de l'attentat contre Samuel Paty que les musulmans avaient le droit de tuer des millions de Français, c'était sa phrase exacte, et bien j'ai vérifié encore ce matin, son compte, lui, il est toujours actif sur Twitter. Vous vous souvenez peut-être de ce conseiller, de ce ministre de M. Erdogan qui écrivait il y a quelques jours seulement que Charlie Hebdo était des fils de chiennes, eh bien son compte est toujours actif sur Twitter. Donc il y a évidemment une prise de position politique de la part de ces entreprises de nouvelles technologies, et cette prise de position politique, cet engagement idéologique, il est capable de biaiser à l'avenir tout le débat démocratique, et il produira en retour les violences que nous ne pourrons que déplorer ensuite, parce que quand des gens sont empêchés de s'exprimer, eh bien ils sortiront de la démocratie pour manifester leur colère autrement. Face à leur puissance et à leur position dominante, notamment en France, en Europe également, qu'est-ce que l'on peut faire, vous, le député européen? Est-ce que vous avez... alors évidemment, on n'a peut-être pas assez de temps pour tout développer, mais en quelques secondes. D'abord, je crois qu'il y a une question de société, une question qui nous concerne tous, qui est la question de notre goût pour la liberté, de notre attachement pour la liberté. On en a déjà parlé sur votre antenne, mais moi je suis frappé de ce que nous perdons le sens de la liberté. Bien sûr que vous avez le droit, que nous avons le droit d'être en désaccord avec Donald Trump, que nous avons le droit de trouver son comportement absurde ou ses tweets insupportables. Et bien alors dans ce cas, discutons-en, contestons, argumentons, débattons. Est-ce que nous sommes encore capables d'assumer que des opinions qui nous dérangent soient publiées? C'est la vie, et c'est la vie en démocratie en particulier. Je suis très inquiet de voir que beaucoup se réjouissent, et chez les démocrates, chez les autoproclamés démocrates américains en particulier, où certains s'enthousiasment que Donald Trump ait disparu de la conversation démocratique. Moi je crois que c'est très inquiétant. On devrait assumer le goût pour le débat. Et bien sûr, ça suppose aussi que dans une démocratie, les institutions soient respectées. Et ça, pour le coup, c'est non négociable. Quand une élection, y compris par une Cour suprême, constitué aussi de conservateurs, a déclaré à l'unanimité que les résultats de rendez-vous démocratiques étaient valides, alors les institutions doivent absolument être respectées. C'est le cas aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle la vraie inquiétude démocratique ne me paraît pas se jouer dans une sorte de coup d'État qu'on fantasmerait et qui ne se produit en fait pas du tout. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien ça, pour le coup, c'est le travail sur lequel on va se pencher, en particulier au Parlement européen dans les semaines qui viennent. C'est évidemment la régulation qui doit maintenant venir faire en sorte que les GAFA ne deviennent pas une menace pour nos vies démocratiques, en tous les cas ne puissent pas être une menace à l'avenir. On va rentrer dans l'examen du Digital Services Act au Parlement européen, un terme anglais qui veut dire cet ensemble de régulations qui doit venir installer les règles de la liberté sur l'espace numérique comme sur l'espace public, et je crois que c'est un rendez-vous fondamental, et j'essaierai pour ma part de militer pour la liberté dans ce débat décisif. Oui, allez brièvement, dernière question, François-Xavier Bellamy avec Cécile. Oui, Ségolène Royal appelle l'exécutif à changer ses priorités de campagne de vaccination, et elle propose d'abord de vacciner les jeunes. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça, de dire que c'est plutôt l'avenir plutôt que les personnes âgées? D'abord, je le redis, je ne suis pas médecin, mais une question se pose qui me paraît cruciale. Est-ce que le vaccin dont on parle empêche la possibilité d'être contagieux? A priori, il semble que sur les vaccins qui sont actuellement disponibles et aujourd'hui utilisés, ce ne soit pas le cas. Ces vaccins peuvent empêcher des formes graves, et ces formes graves, elles peuvent toucher en particulier des personnes, on le sait, âgées, vulnérables ou qui présentent des comorbidités. De ce point de vue-là, ça paraît aberrant, je le dis avec mon regard de profane, mais ça paraîtrait aberrant de vacciner des personnes
qui ne peuvent pas ou qui ont très peu de chances de développer des formes graves à partir du coronavirus. Donc, ça paraîtrait absurde même d'obliger une vaccination en population générale si le vaccin n'empêche pas d'être contagieux. Moi, je veux bien me faire vacciner si le vaccin m'empêche de contaminer, mais a priori, je n'ai aucune raison de développer une forme grave. Si je reste contagieux avec le vaccin, je ne suis clairement pas prioritaire et il n'y a pas de raison qu'on commence par m'appliquer le vaccin. Je crois qu'il faut être rationnel. Il faut aussi, et ça n'est pas faire insulte à la raison, bien au contraire que de peser l'équivalence entre les bénéfices et les risques en matière de vaccination. Oui, y compris je pense que c'est fondamental. Y compris pour l'âge. Donc merci François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains, qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Reste